Notre invité, Patrick Ricou, il est maire de la belle commune station d'Orcières. Il est par ailleurs vice-président du Conseil général en charge des finances et ça va animer une bonne partie de notre conversation. Il est conseiller général donc du Haut-Champsaur. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Un petit mot d'abord alors sur ce qu'a fait l'actualité la semaine dernière. D'une manière, je crois que vous allez assez critiquer et vous êtes complètement légitime en la matière puisque vous êtes vice-président du Conseil général en charge des cordons de la bourse, c'est-à-dire des finances. Une étude a présenté le département des Hautes-Alpes comme le département où les habitants payaient le plus d'impôts en France. C'est une étude fausse, selon vous? Oui, mais d'ailleurs, je vous remercie de me donner l'occasion de réagir sur ce sujet, parce que je dois dire que la manière dont il a été traité et dont il a été présenté m'a plutôt particulièrement déplu et plutôt énervé, parce que j'aime l'information, je suis un adepte de la vérité et de l'objectivité des informations. C'est vrai que le Figaro Magazine a présenté le département comme étant celui où les contribuables étaient parmi ceux qui payaient le plus d'impôts départementaux. Dès lors qu'on part sur une base de calcul qui est fausse, forcément, on arrive à des résultats et à des conclusions qui sont forcément erronées. Qu'a fait le Figaro? Le Figaro a pris la somme des impôts collectés par le département des Hautes-Alpes, payés à la fois par les résidents des Hautes-Alpes, par les habitants des Hautes-Alpes, mais aussi, et ce n'est pas dans les moindres mesures, les impôts payés par l'ensemble des résidences secondaires qui sont proportionnellement extrêmement importantes pour les Hautes-Alpes. Donc il a pris la masse de tous ces impôts et il a divisé ce nombre-là, ce chiffre, par les 135 000 Walpins. Donc forcément, les bases de calcul sont fausses. Parce que dans la réalité, la division doit se faire avec les résidences secondaires. Il est évident, puisque lorsqu'on prend l'ensemble des impôts qui sont payés par tous les contribuables, y compris les résidences secondaires, et qu'on veut avoir un chiffre qui soit véritablement objectif, il faut le diviser par tous ceux qui payent des impôts. Il ne faut pas simplement le diviser par les 135 000 habitants permanents des Hautes-Alpes. Donc, si on rétablit cette vérité, cette juste vérité, on arrive à des chiffres qui sont tout à fait raisonnables et tout à fait moyens par rapport à la moyenne nationale. On est dans la moyenne des départements en termes de fiscalité. Voilà. Alors que le journaliste du Figaro Magazine, avec sa vision très parisienne des choses, n'ait pas perçu cette particularité des Hautes-Alpes, où les résidences secondaires sont extrêmement importantes proportionnellement par rapport aux habitants permanents, je peux l'admettre. Que localement, cette nuance-là est sciemment ou involontairement, mais je pense que plutôt sciemment, n'ait pas été évoquée, ça me pose plus de difficultés. J'écoutais sur vos ondes Christian Graglia pour l'opposition départementale, qui sur un ton très professoral, nous disait que ça fait des années qu'il répète que le département des Hautes-Alpes est trop endetté, que les impôts sont trop importants. Alors juste pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, le raisonnement pour la fiscalité, c'est le même pour la dette. C'est-à-dire que c'est de la même erreur de calcul. C'est le même pour la dette, puisqu'on divise l'ensemble de la dette qui sert à financer les projets départementaux, qui sont des projets d'intérêt local pour les habitants des Hautes-Alpes, mais qui sont aussi des projets, des infrastructures pour la fréquentation touristique, et qui sont financés par les recettes que procure la fréquentation touristique, que ce soit en termes de fiscalité, c'est une chose, mais pas simplement. Il y a toutes les taxes que reverse les remontées mécaniques au Conseil général, il y a un certain nombre de recettes qui sont liées à l'activité touristique. Donc forcément, un département comme les Hautes-Alpes a des dépenses d'investissement, d'équipement beaucoup plus importantes par rapport à sa population permanente que ne peut l'avoir un département qui n'a pas le même niveau de fréquentation touristique. Alors j'écoutais Christian Graglia qui nous disait qu'effectivement, il était... le ton, c'est « je vous l'avais bien dit, voilà. Regardez, c'est mal géré ». Oui, sur un ton très professoral. Il faut simplement rétablir la vérité. La vérité, le niveau de la dette des Hautes-Alpes est élevé, je l'assume et je ne le nie pas, et je ne voudrais pas travestir la vérité par rapport à cela. Ceci étant, un niveau d'endettement doit toujours être comparé à une capacité à rembourser, et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les départements des Hautes-Alpes est tout à fait en capacité de rembourser sa dette. Et ensuite, un niveau d'endettement, on doit être aussi capable d'en donner l'origine. Et l'origine, effectivement, nous avons eu des dépenses d'investissement extrêmement importantes en 2008-2009, au début de la présidence de Jean-Yves Dussert.
pour la bonne et simple raison que nous avons dû honorer des engagements qui avaient été pris. Alors je ne voudrais pas rentrer dans la technique budgétaire, mais un budget départemental, lorsqu'on décide d'engager des dépenses, on le fait en deux phases. D'abord, on vote une autorisation de programme, c'est-à-dire qu'on valide un projet et on inscrit les autorisations de programme, c'est-à-dire les sommes correspondantes à ce projet. Et ensuite, et c'est simplement budgétairement, on engage les crédits de paiement pour couvrir ces autorisations de programme. Lorsqu'on fait un projet, on le valide. Il se concrétise jamais immédiatement. Il faut un temps d'étude, de mise au point. Et la majorité précédente, la majorité d'Auguste Truffem, je ne remets absolument pas en cause la légitimité, la pertinence des projets qui avaient été engagés. Ceci étant, le différentiel entre les autorisations de programme qui avaient été votées par la majorité Truffem, c'est-à-dire tous les programmes engagés, que ce soit les deux collèges qui ont été engagés sous la majorité Truffem et qui ont été payés sous la majorité du CER, Saint-Louis de Charence, que ce soit l'achat du foyer Saint-Louis, qu'on a fini de payer il y a 2 ans, que ce soit les nombreux contrats de territoire passés avec les communes, avec les collectivités locales. Lorsque vous votez un contrat de plusieurs millions d'euros avec une collectivité locale, forcément, il ne va pas s'engager dans l'année, il va s'engager dans le temps. Et c'est qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, qu'il faut, en face de ces autorisations de programme, mettre les crédits de paiement correspondants. Le différentiel entre ces autorisations de programme et ces crédits de paiement, il était de 120 millions. Donc il a bien fallu, sauf à renier l'engagement du Conseil général, sauf à dire on arrête les chantiers des collèges, sauf à dire les contrats passés avec telle ou telle collectivité locale, on fait une croix dessus, on revient sur l'engagement du Conseil général. Il a bien fallu les honorer. Si on regarde précisément les choses, les dépenses d'investissement qui ont été engagées et honorées au début du mandat de M. Dussert ont été essentiellement des dépenses qui étaient engagées préalablement. Il a bien fallu les honorer et les payer. D'où l'augmentation à l'époque des 30% d'un coup. D'où l'augmentation des 30% d'impôts, et celle-là, je l'assume, mais je l'explique. Et nous l'avons en son temps, mais peut-être pas suffisamment. Nous avons essayé avec Jean-Yves Dussert, avec des réunions publiques, avec un certain nombre de moyens d'information, d'expliquer aux Alpins la réalité de ce qu'était la réalité de nos finances. Peut-être certains, mais il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Donc aujourd'hui, certains prennent un malin plaisir à nous ressortir les 30% d'augmentation d'impôts, à nous ressortir l'endettement du Conseil général. Aujourd'hui, il y a une réalité, elle est financière, qui est réelle, on ne le nie pas, mais on est capable d'en expliquer l'origine. Et aujourd'hui, les comptes du Conseil général et les résultats du compte administratif que nous soumettrons à l'Assemblée départementale au printemps attestent de la bonne santé du Conseil général aujourd'hui. Nous avons dû réduire la voilure en termes d'investissement. Nous avons dû nous adapter à la conjoncture et à la situation, mais c'est une situation que connaissent tous les départements aujourd'hui par rapport à l'évolution des finances locales et notamment des conseils généraux. La photo, ce serait donc une dette forte, certes, assumée, des impôts dans la moyenne nationale, ça que vous dites, et la contrainte de réduire un peu la voilure, je reprends vos termes, en termes d'investissement. Oui, nous sommes redescendus à un niveau d'investissement de 42 millions d'investissements au budget primitif 2014. Ça reste un budget tout à fait cohérent et conforme au département de notre strate. Je crois que le département des Alpes de Haute-Provence a un budget d'investissement d'une 50aine de millions d'euros. Donc on est à peu près conforme et dans la moyenne et comparable à eux. Je crois qu'il faut réduire la voilure. Mais moi, ce que j'évite de revenir trop sur le passé. J'essaye de me projeter plutôt sur l'avenir. Et c'est vrai que pour les départements aujourd'hui, ce qui nous fait cruellement défaut, c'est le manque de visibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir des départements et par rapport à l'avenir financier, avec des dépenses de plus en plus lourdes qui nous sont imposées, avec des contraintes budgétaires de plus en plus importantes, avec des réductions de financement venant de l'État que je peux comprendre. Nous devons tous participer à l'effort de redressement national de nos dépenses publiques, mais qu'au moins on nous évite de nous imposer des dépenses supplémentaires.
lorsqu'il faut gérer la pénurie, on doit être le plus sélectif possible en matière de dépenses. Et avec une économie locale qui tient bon, hein, mais quand même fragile, on le voit là, on est tous, chaque jour, j'imagine que vous en plus en tant que maire d'Orsières c'est encore pire, mais on observe tous la météo, on sait combien on est tributaire d'une bonne saison. Hein. On est tributaire d'une bonne saison, c'est vrai que l'économie départementale est extrêmement tributaire des saisons touristiques. Qui conditionnent les niveaux d'investissement, qui conditionnent les niveaux d'investissement des collectivités locales. L'investissement public pèse proportionnellement pour toutes les activités des travaux publics, du bâtiment, pèse de manière extrêmement forte. Et lorsque les marges de manœuvre se réduisent au niveau des collectivités locales, forcément, il y a un effet induit sur l'économie. Bon, ceci étant, pour l'instant, le département des Hautes-Alpes a plutôt bien résisté grâce à un réseau d'entreprises et un réseau de professionnels qui aujourd'hui ont su faire face à la crise. Ceci étant, les choses ne sont pas gagnées et il y a un véritable enjeu pour les années à venir de conforter et de diversifier cette économie départementale pour autant que possible la rendre moins dépendante du tourisme. D'où les études en cours qui sont lancées, ouais. On n'a pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais des études de fond qui sont lancées pour mettre le département en perspective. Autre sujet qui a fait l'actualité, celui-là il est aussi, il prend pour origine également une source nationale, c'est le JDD qui dimanche dernier, ça a ému votre président Jean-Yves Dussert, a repris les rumeurs qui circulent pas mal sur le fait que le département des Hautes-Alpes pourrait, dans le cadre des grandes réformes en cours territoriales, rejoindre la région Rhône-Alpes et avoir pour capitale finalement régionale Lyon en lieu et place de Marseille. Quel est votre sentiment, sachant que vous êtes dans le Champsaur et que le Drac coule vers Grenoble et Lyon? Oui, le Drac coule vers Grenoble et Lyon, mais la nationale 85 n'est pas aussi fluide que ne pourrait être le Drac. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, naturellement, par les voies de communication, par tous les systèmes d'enseignement, les académies pour ce qui concerne les facultés et tout cela, aujourd'hui, nous sommes plus naturellement attirés vers le sud, vers Marseille, vers Aix-en-Provence. Les voies naturelles de communication, aujourd'hui, nous orientent. Si demain, nous devions avoir des liaisons un peu plus élaborées, un peu plus performantes avec Grenoble, avec Lyon, pourquoi pas? Le seul intérêt que je verrai à ce regroupement des Hautes-Alpes, cette intégration des Hautes-Alpes dans la région Rhône-Alpes, c'est que peut-être pourrions-nous envisager au niveau régional un grand projet de développement du massif des Alpes à l'échelle de l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Ça pourrait être une vision intéressante et pertinente d'avoir un vrai outil de développement du massif des Alpes à l'échelle d'une seule et même région. Aujourd'hui, voilà, nous sommes à cheval sur deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Il y a des choses qui se font, mais forcément pas aussi naturellement que si nous étions sur une seule et même région. Mais en l'état actuel des choses, compte tenu des relations que nous avons, des moyens de communication, voilà, des infrastructures, je pense qu'il vaut mieux que nous restions en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf si un jour nous étions effectivement une grande et seule même région du Sud-Est, mais ça je pense que c'est une vision à beaucoup plus long terme. Terminons, le temps passe vite, vous connaissez l'exercice, on parle un petit peu quand même d'Orsières et de votre canton, le canton d'Orsières qui prend en compte aussi ce magnifique secteur de Champolléon, les lacs de Croupillouse, etc. Un petit mot d'humeur sur la saison. Bon, vous avez été bien servi par la neige, vous, parce que Orsières c'est à partir de 1800 mètres. Ce qui a manqué, c'est du soleil pour que tout le monde soit content, c'est ça pour l'instant ? Pour l'instant, la saison se déroule bien. Les chiffres sont plutôt encourageants. Nous avons fait de très très belles vacances de Noël et de Nouvel An. C'est plutôt encourageant. Ça veut dire que les gens continuent de fréquenter les stations, continuent de s'intéresser à la neige et continuent d'être des adeptes des sports de neige et de nature, de glisse. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est très encourageant. Le début janvier a été un peu plus décevant, une première semaine assez difficile. La semaine dernière était correcte, ce week-end était catastrophique compte tenu de la météo. Ouais. Ceci étant, globalement, sur Orsières, nous sommes satisfaits puisque le chiffre d'affaires des remontées mécaniques n'est qu'en recul de 1% par rapport à l'année dernière, alors que c'était notre meilleure saison. Compte tenu des conditions météo, on est satisfait. La saison n'est pas finie. Il faudra bien réussir tous les week-ends du mois de janvier et parfaitement réussir les vacances de février. Mais pour l'instant, les voyants sont plutôt ouverts en termes de fréquentation annoncée, de réservation. Donc on est plutôt
optimiste de ce point de vue-là. Avec de nouveaux investissements comme le télésiège inauguré ce week-end. Voilà, alors on a eu le plaisir de mettre, alors ça s'est pas fait sous le soleil, ça s'est plutôt fait dans le brouillard et sous la neige, mais on a eu le plaisir d'ouvrir un nouveau télésiège, le télésiège des Estaris, qui vient remplacer le télésiège des Lacs. Cette infrastructure qui sera officiellement inaugurée le 14 février amène une vraie valeur ajoutée à notre domaine skiable et notamment à notre domaine d'altitude, puisque c'est là que se situe en priorité la neige et avec un domaine d'altitude particulièrement intéressant en termes de domaine skiable et de paysage. Donc c'est une vraie plus-value et le délégataire, le groupe Rémi Loisirs, ça a vraiment fait des efforts considérables. Tant du point de vue financier, parce que c'est un investissement lourd, 5,7 millions d'euros, c'est pas négligeable, que du point de vue de la conduite de ce projet qui a été conduit avec un temps record et dans des conditions de réalisation, puisque nous avons attaqué le chantier fin août, avec des fois des conditions de travail et de chantier particulièrement difficiles. Donc je profite de l'occasion pour saluer vraiment très chaleureusement tous les acteurs de ce projet qui est une belle réalisation pour Orcir. Patrick Ricou, merci beaucoup. Merci.